Bien, donc nous allons déclarer officiellement ouvert cette séance. Merci Dominique. Et je voudrais commencer tout simplement par des définitions, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du mot service, robotique de service, service robotic en anglais, et on a du mal à en connaître les contours. Donc il y a une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, ce n'est pas une norme ISO encore, mais c'est une définition qui dit qu'un robot de service, c'est donc un système robotisé qui opère de façon soit totale, soit partielle, de façon autonome, mais pour rendre des services qui servent au bien-être des humains ou des équipements des humains, ou quand on dit le bien-être des équipements, c'est un peu complexe, ça veut tout simplement dire qu'il les optimise, mais qui exclut pour le moment les opérations de manufacturing, c'est-à-dire de fabrication. Je suis pas sûr que ça soit une définition idéale, mais ça permet un peu de comprendre un périmètre et de ne pas tout mélanger. D'après l'International Federation of Robotics, l'IFR, qui regroupe des chiffres de plus de 50 pays en robotique, parmi les plus grands, il y a à peu près 200 sociétés aujourd'hui au monde qui sont officiellement enregistrées comme fabricants de robots. Par contre, il y a plusieurs dizaines de milliers de sociétés qui fabriquent des éléments des robots. Il ne faut pas les oublier parce qu'elles font partie du grand marché de la robotique. Je parle là de sociétés qui font des capteurs, sociétés qui font des servomoteurs, des sociétés qui font des éléments assez critiques d'électronique. Donc je pense qu'il faut savoir que le marché de la robotique de service, il englobe également ces pièces détachées de robots. Et puis on peut aussi dire que la caractéristique du robot de service, on en a vu un bel exemple aujourd'hui au cours de ce sommet, c'est qu'il commence à avoir de plus en plus d'attention portée par les médias, qui commencent à se poser des questions sur mais finalement est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, est-ce que c'est demain? On croyait que c'était à 30 ans et on s'aperçoit, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, que l'accélération de la technologie fait que les robots c'est certainement à quelques années devant nous, et c'est certainement pas des dizaines d'années. Donc il y a beaucoup d'expositions et de réflexions sur le robot. Alors, toujours dans cette notion de classification, parce qu'on va beaucoup parler après de ce terme, je voulais vous présenter très simplement quelques zones d'activité dans lesquelles il y a de la robotique déjà aujourd'hui. Donc dans la catégorie des robots professionnels de service, il y a l'agriculture, il y a le nettoyage professionnel, il y a tous les systèmes d'inspection et de maintenance, notamment les systèmes d'inspection et de maintenance des usines, tous les systèmes de logistique qui commencent à se développer, des plateformes mobiles dans les stocks. Bien évidemment, tout ce qui est autour de la robotique médicale. Nous avons à InnoRobot, nous avons quand même plus de 10 sociétés qui exposent, qui sont directement concernées par ces sujets. Et bien évidemment, Dieu sait si on est sensible aujourd'hui à celle-là de robotique, la robotique de sauvetage et de sécurité. Je voudrais vous rappeler qu'il n'y a jamais eu autant de robots sur un site de catastrophe industrielle ou naturelle que en ce moment au Japon, où des dizaines de robots sont actuellement en action pour aider les humains, soit à en sauver d'autres, soit à limiter les dégâts causés par ces problématiques du tsunami. Alors si on continue, ils font aussi partie de la robotique de service, sont les applications de défense. Les applications sous-marines, je voudrais vous souligner, il parlera tout à l'heure en fin de session, le travail exceptionnel d'iRobot et de Colin Engel avec un produit qui s'appelle le Glider. Le Glider, c'est une espèce de torpille qui plonge sous la mer et qui a été capable de calculer, par exemple, la taille des bulles de pétrole au moment du drame de Louisiane, quand le puits de pétrole s'est écroulé. Bon, voilà encore un autre exemple inattendu d'application robotique, mais il y a aussi une jeune société qui expose ici qui s'appelle RobotSwim et qui fait des petits poissons robots. Et petit poisson deviendra, j'en suis sûr, très grand en ce qui les concerne. Bon, d'une façon générale, tout ce qui est plateforme mobile de déplacement, il y en a beaucoup pour plein d'activités, y compris de la téléprésence par exemple. Et ceux qu'on appelle déjà les Public Relation Robots, c'est les robots de relations publiques. Il y en a également des exemples sur le stand. C'est par exemple le robot de Corbel qui fait de la visite interactive de musées. Et attendez-vous dans les années qui viennent à voir des robots fréquenter les allées de vos supermarchés. Il y en aura certainement beaucoup. Si on regarde plus dans les deuxièmes catégories de la robotique de service, c'est la robotique de service personnelle.
Donc il y a les robots pour les tâches domestiques, aspiration, nettoyage de vitres et au sens large tout ce qui se transformera, notamment la société LG. Ça a été pratiquement passé sous silence au dernier CES, Consumer Electronics Show, qui est la grand-messe des produits électroniques grand public. La société LG avait présenté un système automatique robotisé de repassage, par exemple. Donc personne ou pas grand monde l'a vu, mais il commence à émerger. C'est pas tout à fait un hasard si un des sponsors de ce salon est le groupe SEB, qui travaille beaucoup sur les innovations et la réflexion sur le travail domestique robotisé. Bien évidemment, les robots de loisirs et d'éducation, les robots d'assistance au handicap, cette évolution qu'on appelle la personal transportation en anglais, qui veut tout simplement dire les robots qui vont pouvoir nous aider à substituer par exemple des membres qui manquent ou à mettre des exosquelettes pour augmenter nos performances. Tous les robots bien sûr de sécurité et les robots de recherche. Vous voyez que je vous ai pas qualifié le robot par sa forme. J'ai pas dit les robots, il y a les humanoïdes et il y a les boîtes de conserve. J'ai dit la robotique c'est l'usage. Je crois que c'est ce qu'il faut comprendre dans la robotique de service, c'est que le re-engineering passe d'abord par une définition de l'usage. Alors si on regarde un petit peu ces différents business dans la robotique professionnelle, la base installée aujourd'hui, estimée par l'IFR de robotique de service dans tous ces domaines professionnels, elle est de, vous voyez, déjà 13 milliards de dollars dans le monde. Et je vous rappelle que j'exclus de ce chiffre-là la robotique industrielle de fabrication. Donc c'est quand même déjà un point important avec clairement quelque chose d'inattendu. C'est la défense qui domine, ça on pourrait le penser. Mais que l'agriculture soit numéro 2, c'est quand même surprenant. Et sachez que, contrairement à ce qu'on pense, le monde agricole se modernise. Et il existe énormément de robots dans le monde agricole. Parmi ceux les plus célèbres aujourd'hui, ce sont les robots qui aident les vaches à être traites, automatiquement. Ça fait sourire, mais ça fait gagner énormément de temps, ça fait gagner de la productivité, ça fait gagner de la qualité. Donc, assez inattendu de voir un robot dans les champs, mais ça existe. Si on regarde au niveau de la robotique personnelle, l'état du monde à la fin de 2009, eh ben on peut dire qu'il y a presque 9 millions d'unités entre les jouets robots, les aspirateurs robots, c'est-à-dire les robots qui sont dans les maisons. Il y a à peu près 9 millions d'unités qui ont été vendues à l'échelle de 2009. On estime le démarrage de tout ça, c'est à peu près les années 2000. C'est 2002 en fait le premier aspirateur robot en société scandinave. Mais plus intéressant, si on se projette maintenant, et on va pas faire une projection sur très longtemps, on va faire une projection sur les 3 années qui viennent, y compris d'ailleurs l'année qu'on vient de passer, puisque les chiffres prennent un certain temps à être compilés. Il y a un chiffre qui est intéressant parce que on voit que la croissance attendue de ce marché professionnel de services, donc qui était donc de 13 milliards, je vous le rappelle, la croissance attendue sur les 3 années 2010, 2011 et jusqu'à 2013, eh bien, c'est un doublement du marché quasiment, puisqu'on passe de 13 à 12. Enfin, on en rajoute 12, pardon, en incrémental. Encore plus intéressant, la croissance attendue en unité cette fois-ci, sur les 3 prochaines années. Là, je l'ai présenté sous une forme graphique. En rouge, vous avez l'état du marché aujourd'hui, à la fois dans ce qu'on appelle le domestique de nettoyage, le household et l'entertainment. Vous voyez que sur les 3 prochaines années, qui est le schéma en gris, on voit qu'on a encore un marché qui va grandir de façon très significative. Si on le regarde non pas en unité, non pas en volume, mais on le regarde en valeur, parce qu'on aura des évolutions des prix, eh bien vous voyez que la croissance attendue dans le marché robotique personnel, il est actuellement de près de 5 milliards d'activités, à comparer, je vous rappelle, aux 8 milliards, aux 4 milliards 8 qu'on avait précédemment. Alors, je finirai cette présentation par des chiffres qui sont toujours ceux de l'IFR, mais qui sont quand même assez parlants, qui font quand même réfléchir. Le chiffre d'affaires 2008 de l'activité robotique de service dans le monde, c'est 3 milliards et demi. Le chiffre d'affaires attendu sur 10 ans plus tard, il est de 85,5 milliards de dollars. Et on pense que d'ici 2020, on aura passé le cap des 100 milliards de dollars d'activité dans le monde. Ce qui veut dire que le marché est attendu à être multiplié par 30 sur les 10 prochaines années.
c'est quand même un chiffre qui résonne. Dans certains segments, je pense qu'on verra même des croissances à 3 chiffres. Alors, pourquoi multiplier par 30? J'essaye de vous donner quand même un raisonnable, parce qu'on se dit, mais c'est bon, tout ça, c'est un peu fantasmagorique. Il y a 2 raisons. Il y a une raison qui est qu'il y a une croissance organique réelle. On voit bien les progressions des chiffres des sociétés publiques, par exemple du marché. Mais il y a également cette extension de périmètre, parce que l'intelligence apportée aux machines fait que les ingénieurs se mettent à trouver des nouveaux territoires, et donc on a aussi une croissance de marché par une extension du périmètre du marché, dans les limites de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En tout cas, c'est un marché qui nous passerait, c'est suffisamment solide pour qu'on lui consacre une conférence. Et je voudrais simplement terminer en vous disant que vous allez donc maintenant avoir des points de vue internationaux. Nous allons recevoir successivement Monsieur Shin, qui est le président de Eugene Robotics, qui va nous parler de la Corée et du marché, de l'évolution du marché de la Corée. Nous allons recevoir Monsieur Xie, qui est un spécialiste taïwanais du marché de la robotique et qui viendra vous en parler. Nous allons recevoir Monsieur Michael Siggings également, qui est de Robotic Trends américain, qui va vous parler de la robotique aux États-Unis. Et puis, après ces chiffres, nous aurons 2 visions très intéressantes de, à la fois Monsieur Sang-Rok Ho, qui est un des grands responsables du plan éducatif en robotique en Corée, et nous conclurons avec une intervention de Monsieur Colin Engel, qui est, comme on le sait tous, quelqu'un d'extrêmement visionnaire dans la robotique et qui partagera sa vision avec nous pour finir cette session.